En descendant l'escalier, Martin Eden mit sa main dans sa poche. Il en sortit une feuille de papier de riz brun, une pincée de tabac mexicain et roula une cigarette. Il tira la première bouffée en avalant la fumée et la rejeta lentement avec volupté. Bon Dieu, s'écria-t-il, d'un ton de respectueuse admiration, et plus bas, il répéta 2 fois encore. Bon Dieu. Puis il arracha son col empesé et le fourra dans sa poche. Une bruine glacée tombait, mais il se découvrit et déboutonna son veston avec une parfaite insouciance. S'apercevait-il seulement de la pluie? Il marchait comme dans un rêve, revivant ses dernières extases et les heures qu'il venait de passer. Enfin, il l'avait rencontrée, la femme, celle à laquelle il avait peu pensé, car il pensait peu aux femmes, mais qu'il avait attendue, inconsciemment peut-être, et qu'il devait venir. Il l'avait eue à côté de lui à table, avait serré sa main. Il avait vu dans ses regards le reflet d'une âme splendide, aussi belle que les yeux qui la reflétaient, aussi belle que la chair qu'il incarnait. Il ne pensait d'ailleurs pas à cette chair comme à celle des autres femmes, pourtant, jusqu'alors son intérêt pour les femmes se bornait à ça. Celles-ci étaient d'essence différente, devaient échapper aux maux et aux fragilités humaines. Ce corps était mieux que la gaine de son âme. C'était l'émanation même de cette âme. Une gracieuse et pure cristallisation de son essence divine. Ce sentiment du divin le saisit d'abord, puis rappela son esprit troublé à des réflexions plus calmes. Cette perception du divin ne l'avait jamais frappé. Il avait toujours été incroyant et se moquait gaiement des bigots et de l'immortalité de leur âme. Il n'y avait pas de vie future, avait-il décidé. Il fallait vivre et bien vivre, et puis sombrer dans le néant. Mais dans les yeux de cette femme, il avait vu une âme impérissable. Personne jamais ne lui avait donné cette impression-là, et il l'avait eue dès la première rencontre de leur regard. En marchant, il ne cessait de voir son visage, pâle et sérieux, doux et délicat, souriant avec une pitié et une tendresse immatérielle, et pure. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'une telle pureté existât. Cette pureté le frappait plus que tout le reste. Il avait rencontré du vice et de la bonté, mais de la pureté jamais, et il l'ignorait totalement. À présent, il concevait la pureté comme le superlatif de la bonté et de la propreté morale, comme l'essence même de la vie éternelle. Et il ambitionna aussitôt d'acquérir la vie éternelle. Évidemment, il n'était pas digne de dénouer les cordons de ses souliers. C'était même un coup de chance inouï d'être arrivé là, à la connaître, à l'approcher, à lui parler ce soir-là. C'était un accident qu'il n'avait pas amené et qu'il ne méritait pas. Envahi d'une sorte d'humilité religieuse, pleine d'abattement et de dégoût de lui-même, il sentait profondément le poids de ses péchés. Mais, tel le pécheur qui se prosterne devant le tribunal de la pénitence, entrevoit du fond de son humble détresse l'espoir d'un au-delà radieux, lui, ne concevait le suprême salut que par la conquête de cette femme. Cette conquête d'ailleurs demeurait irréelle, nébuleuse, totalement différente du sens qu'il y attachait généralement. Emporté par son ambitieuse fantaisie, il se voyait, planant avec elle dans les hauteurs spirituelles, communiant aux mêmes sources d'art et de beauté. Son rêve n'allait pas au-delà d'une possession d'âme absolument éthérée, d'une amitié cérébrale qu'il ne savait lui-même définir. Il était hors d'état de définir quoi que ce fût en ce moment. La sensation triomphait du raisonnement. Il palpitait d'émotions inconnues et s'abandonnait délicieusement au flot d'impressions nouvelles qui l'emportaient vers d'inaccessibles sommets. Il titubait comme un homme ivre, en murmurant avec ferveur Bon Dieu, bon Dieu. Au coin d'une rue, un sergent de la ville le regardait venir et d'un œil méfiant observait sa démarche incertaine. Ouais, est-ce que tu t'es saoulé comme ça questionna-t-il. Martin Eden revint sur terre. Sa nature s'adaptait immédiatement aux circonstances, et ce fut le Martin Eden habituel qui répondit en riant au sergent de la ville. C'est du propre, hein? Et j'ignorais que je faisais des discours tout haut. Ouais, et tout à l'heure tu chanteras, diagnostiqua l'agent. Oh non, pas de danger. Donnez-moi du feu, je vais tâcher d'attraper le dernier tram. Il alluma sa cigarette, remercia et poursuivit son chemin en grognant. Non mais des fois, le fait qu'il me croyait sous. Il sourit et réfléchit un instant. J'aurais jamais pensé qu'une femme vous mette dans un état pareil. Il monta dans le tram de Berkeley. Il était bondé de jeunes gens qui braillaient des chansons et des refrains de collège. Martin les étudiait avec curiosité. C'étaient des universitaires. Ils allaient évidemment à la même université qu'elle, étaient du même milieu social, la connaissaient peut-être, pouvaient à leur gré la voir tous les jours. Alors, pourquoi ce soir était-il dans ce tram, au lieu d'être auprès d'elle à l'entourer d'une respectueuse adoration? Il remarqua un jeune homme aux petits yeux bridés, à la lèvre pendante. Un vicieux, sûrement, se dit-il. À bord, ce serait le fouineur, le géniard, le mouchard de l'équipage. Lui, Martin Eden, était un autre gars que celui-là. Cette idée lui fit plaisir parce qu'elle semblait le rapprocher d'elle. Et il poursuivit sa comparaison. À mesure qu'il regardait les étudiants, il se rendait compte du beau mécanisme de son corps et de sa supériorité physique. Oui, mais leur cerveau bourré de science leur permettait de parler la même langue qu'elle, et cette idée le déprima. Mais à quoi sert le cerveau? Ce qu'ils avaient fait, ils pouvaient le faire. Ils avaient appris la vie dans les livres, et lui l'avait vécu. Son cerveau contenait autant de choses que la leur, des choses différentes, voilà tout. Combien d'entre eux sauraient nouer un garant, prendre la barre, faire le point? Sa vie se développait devant lui en tableau. Aventure, danger, travail éreintant,
Coup d'audace désespéré. Il se rappelait ses maladresses du début, toutes les avanies subies. C'était mieux ainsi d'ailleurs. Ceux-ci allaient vivre à leur tour et manger de la vache enragée. Parfait. Lui, pendant ce temps, apprendrait la vie dans les livres. Tandis que le tram traversait la zone clairsemée de masures lamentables qui sépare Auckland de Berkeley, il guettait l'immeuble familier à 2 étages dont la façade s'enorgueillissait de cette enseigne, denrées alimentaires, maison Higginbotham. Arrivé là, il descendit et contempla l'enseigne un instant. Elle renfermait pour lui une profonde signification. Des lettres elles-mêmes semblaient émaner tout un monde de mesquinerie, d'égoïsme et de basse hypocrisie. Bernard Higginbotham était le mari de sa sœur et il le connaissait bien. Avec son passe-partout, il ouvrit la porte et grimpa au premier étage où habitait son beau-frère. L'épicerie était en bas. Un relent de vieux légumes flottait dans l'air. En tâtonnant à travers le vestibule, il buta dans une voiture de poupée qu'un de ses nombreux neveux avait abandonnée là et l'envoya rouler à grand bruit contre la porte. Quel vieux gripsous, dit-il. Ça refuse de brûler 2 cents de gaz pour empêcher que ses pensionnaires se cassent le cou. En tâtonnant encore, il tourna le bouton et entra dans une pièce éclairée où était assis sa sœur et Bernard Higginbotham. Elle raccommodait un pantalon et lui, répandu sur 2 chaises, des savates en tapisserie éculées pendies en bout de ses pieds, lisait le journal. Il leva ses yeux noirs, perçants et faux, et Martin Eden, comme toujours, éprouva un sentiment de répulsion. Qu'est-ce que sa sœur avait bien pu trouver chez cet homme? Il lui faisait l'effet d'une vermine qu'il avait envie d'écraser sous son pied. Un de ces jours, je lui casserai la gueule, se disait-il souvent pour se faire patienter. Les yeux de Fouine, cruels et bordés de rouge, le regardaient avec reproche. Eh bien, demanda Martin, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait repeindre cette porte la semaine dernière, gémit M. Higginbotham, et tu sais les prix du syndicat, tu devrais faire attention. Martin eut envie de répondre, mais il se tut, sachant combien c'était inutile. Il regarda le chromo qui ornait le mur et fut frappé de sa monstrueuse vulgarité. Jusqu'alors il lui avait plu, mais il lui parut qu'il le voyait pour la première fois. C'était misérable, comme d'ailleurs tout dans cette maison. Et sa pensée revint à l'intérieur qu'il venait de quitter. Il revit les tableaux d'abord, et ensuite elle, la douceur attendrie de son adieu. Il oublia complètement où il se trouvait, l'existence même de Bernard Higginbotham, jusqu'au moment où cet individu l'interpella. Qu'est-ce que tu vois, un fantôme? Martin revit des yeux de méchants rongeurs ricanants, peureux, cruels, puis se les représenta aussitôt tels qu'ils étaient en bas au comptoir, serviles, doucereux, flatteurs. Ah oui, répondit-il, j'ai vu un fantôme. Bonsoir Gertrude. Il fit demi-tour vivement et se prit les pieds dans l'ourlet déchiré du tapis malpropre. Ne tape pas la porte, recommanda M. Higginbotham. Il rougit de colère, mais se contint et ferma doucement la porte derrière lui. Exultant de joie mauvaise, M. Higginbotham se tourna vers sa femme. Il a bu, grogna-t-il avec emphase. Je te l'avais dit qu'il boirait. Elle hocha la tête avec résignation en concédant. Ah, ses yeux étaient bien brillants et il n'avait plus le col qu'il avait en partant, j'ai vu. Mais il a peut-être pas bu plus de 2 ou 3 verres. Il tenait à peine sur ses jambes, affirma le mari. Je l'ai observé. Il n'a pas pu traverser la chambre sans trébucher. Tu l'as bien entendu dans le vestibule, il a failli tomber. Ça devait être par-dessus la voiture d'Alice, répondit-elle. Il l'a pas vu dans le noir. Monsieur Higginbotham éleva la voix et sa colère monta en même temps. Toute la journée, il prenait sur lui dans la boutique et réservait pour les soirées familiales le privilège de se montrer tel qu'il était. Je te dis que ton charmant frère était ivre. Sa voix froide, incisive, martelait les mots avec la netteté coupante d'un emporte-pièce. Sa femme soupira et se tut. C'était une femme corpulente, débraillée, qui semblait éternellement fatiguée du poids de son corps, de son travail et de son mari. Tiens ça de son père, je te dis, poursuivit M. Higginbotham. Et il finira dans le ruisseau comme lui. Tu verras. Elle fit oui de la tête, soupira et continua de coudre. Martin Eden était rentré ivre. C'était entendu. Si le rame avait été capable de comprendre la beauté, n'aurait-il pas vu dans ses yeux rayonnants, sur tout ce visage ardent, le signe évident du premier amour? Un joli exemple pour les enfants, grogna subitement M. Higginbotham après un silence dont il voulut à sa femme. Il aurait préféré quelquefois être contredit davantage. S'il recommence, je le mets dehors. Compris? Je ne tolérerai plus ça. Débaucher de pauvres innocents pour le spectacle de ces souleries. M. Higginbotham aimait ce mot, débaucher, glané dans un journal et nouvellement ajouté à son vocabulaire. C'est bien ça, y a pas d'autre mot. Il les débauche. Sa femme soupira encore, secoua tristement la tête et continua sa couture. M. Higginbotham reprit sa lecture. Est-ce qu'il a payé sa pension la semaine dernière? Lança-t-il par-dessus son journal. Elle fit signe que oui et ajouta. Il a encore un peu d'argent. Et quand reprend-il la mère? Quand sa paye sera dépensée, je suppose, répond-elle. Il a été hier à San Francisco pour se faire embaucher. Mais il a encore de l'argent, hein, il est difficile pour le choix d'un bateau. Il n'y a rien de tel qu'un pouilleux pour faire des manières, grogna M. Higginbotham. Ça lui va bien de faire le difficile. Il a parlé d'un schooner qui se prépare à partir pour un pays perdu, à la recherche d'un trésor. Il partirait dessus, si son argent dure jusque-là.
Ah, si seulement il voulait se ranger, je l'emploierais ici à conduire la voiture, dit le mari, sans aucune bienveillance. Tom s'en va. La femme eut un regard à la fois interrogateur et anxieux. Il s'en va ce soir. Il entre chez Carruthers qui lui donne davantage. Je te l'avais dit qu'il s'en irait, s'écria-t-il. Il valait plus que tu ne lui donnais. Écoute, ma vieille, rugit Higginbotham, menaçant. Je t'ai déjà dit 100 fois de pas fourrer ton nez dans mes affaires, je te le répéterai pas. Ça m'est égal, larmoya-t-elle. Tom était un bon garçon. Son mari la foudroya du regard. Voilà qui était de la dernière insolence. Ah, si ton espèce de frère était pas propre à rien, il pourrait la conduire, la voiture, siffla-t-il. Il paye sa pension comme un autre, répliqua-t-elle. C'est mon frère d'abord. Et tant qu'il ne doit pas d'argent, t'as pas le droit de l'insulter tout le temps. J'ai tout de même un cœur, bien que je sois ta femme depuis 7 ans. Tu lui as dit qu'il payerait son gaz s'il continuait à lire dans son lit? Madame Higginbotham ne répondit pas. Sa révolte était passée, vaincue par sa chair fatiguée, et le mari triomphait. Il avait le dessus. Ses yeux clignaient vicieusement tandis qu'il se réjouissait d'être arrivé à la faire pleurer. Il éprouvait un grand bonheur à lui fermer son caquet, et elle marchait facilement maintenant, bien mieux qu'au début de leur mariage, avant que ses nombreuses maternités et les continuelles taquineries de son mari n'aient entamé son énergie. Tu lui diras demain, voilà tout, dit-il. Et pendant que j'y pense, faudra faire chercher Marianne demain pour garder les enfants. Tom parti, je serai dehors toute la journée avec la voiture, tu peux te préparer à rester au comptoir, en bas. Mais demain c'est jour de lessive, dit-elle faiblement. Tu te lèveras de bonne heure et puis tu laveras avant. Je partirai pas avant 10 heures. Et dépliant rageusement son journal, il continua sa lecture.